vice-présidente des Amis du Musée de Sèvres pour notre 33e conversation céramique. Je suis heureuse d'accueillir Béatrice Kent. Alors, diplômée de l'École du Louvre et de Paris 4 la Sorbonne, notre intervenante est conservatrice au Musée des Arts décoratifs de Paris, donc en charge des collections d'art asiatique et extra-occidentales, après avoir été responsable des activités culturelles au département pédagogique du musée. Alors, 36 ans passés dans cette institution ont fait de cette maison un peu la sienne. Alors, notre intervenante est la spécialiste incontestée des émaux cloisonnés chinois. Alors, dernièrement, elle a été commissaire de l'exposition Japonisme, objet inspiré 1867-2018, en 2018-2019, et de la Chine aux arts décoratifs en 2014-2015, présenté donc tout ça au Musée des Arts décoratifs, et également donc cloisonné Chinese Enamels from the Wan, Ming and Qing Dynasties, en 2011, présenté au Bard Graduate Center de New York, et donc elle a dirigé les publications des catalogues à cette occasion. Elle enseigne également à l'École du Louvre depuis 1999 et elle est membre du conseil scientifique de l'INHA et du 36e congrès du Comité international d'histoire de l'art qui aura lieu à Lyon en juin 2023. Rappelons également qu'elle a présidé la Société française d'études de la céramique orientale de 2006 à 2016. Et ce soir, donc pour nous, Béatrice va évoquer les influences donc, qui peuvent exister entre les émaux cloisonnés chinois et les céramiques des dynasties Han et Ming, 14e, 16e siècle. Et je l'en remercie par avance. Donc à toi, Béatrice. Merci infiniment pour cette très chaleureuse introduction qui me fait presque rougir. Et je voulais déjà évidemment te remercier, chère Catherine, de m'avoir conviée à ce magnifique programme de ces conférences tout à fait remarquables et reconnues et très suivies, très courues depuis que particulièrement toujours, mais depuis aussi que tu t'en occupes. Merci Jean-Michel de manière générale de cette très chaleureuse invitation. Je suis ravie de faire partie de ce programme cette année. Et effectivement, vous me donnez l'occasion de retravailler et d'avoir retravaillé ce sujet, donc des liens qui peuvent exister entre ces émaux cloisonnés et la porcelaine en Chine, effectivement, sur ces deux dynasties, enfin les Yuan et le début des Ming. Voilà, donc je vous propose de commencer maintenant. Vous le voyez, chinoise de l'époque des Yuan, avec un décor en bleu de cobalt sous couverte, et à gauche, un émail cloisonné, enfin un détail d'un émail cloisonné que nous reverrons tout à l'heure, pour vous montrer déjà cette relation esthétique et stylistique assez semblable. Mais on va en reparler en détail, et c'est bien le sujet de cette conférence. Alors, en guise d'introduction, je souhaitais malgré tout faire un petit rappel technique, car si vous êtes, je pense, tout à fait tous rompus, toutes et tous, pardon, rompus aux techniques des émaux sur céramique ou de la couleur sur céramique, peut-être l'êtes-vous moins de ces émaux cloisonnés. Il y a donc plusieurs techniques qui associent l'émail, les émaux au métal. Il y en a trois principales. Dans l'ordre, on pourrait presque dire d'apparition, les émaux donc cloisonnés, dont nous allons parler. Enfin, nous allons revoir la technique en détail tout de suite. Les émaux champ levé, que vous connaissez peut-être notamment à Limoges, et puis les émaux peints, qui sont donc là, à ce moment-là, peints, l'émail est posé directement en poudre sur la surface du métal. Lorsque le champ levé, quand on a une plaque de métal un peu épaisse, on creuse le champ, et dans le creux, on remplit le creux, donc on remplace ce que l'on a enlevé, donc le champ levé, par de l'émail. Dans le cloisonné, il s'agit de construire ces cloisons, et c'est ce que nous allons voir immédiatement. Alors, j'ai choisi des images que j'ai eu la chance de prendre directement
il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années maintenant, dans un atelier à Pékin, et qui vont donc vous permettre d'appréhender la complexité et le temps nécessaire pour réaliser ce type d'objet. Alors là, en l'occurrence, c'était des grands vases qui étaient donc déjà réalisés en cuivre. On reviendra sur cette histoire de cuivre. Ça peut être éventuellement de l'alliage cuivreux. Depuis quelques siècles maintenant, enfin depuis au moins le XVIIe siècle, le cuivre rouge s'est généralisé, mais on peut avoir, en tout cas en Chine, on peut avoir différents types de métal qui vont des alliages cuivreux au cuivre, et rarement, mais ça existe, mais ce n'est pas pour la période que nous allons évoquer ce soir, éventuellement l'or. Sur cette matière fabriquée déjà par un atelier qui sait faire ce genre de forme, donc vous le voyez en différents morceaux, qui sont ensuite réunis par soudure, nous allons pouvoir ensuite faire le dessin et plier les cloisons qui vont avoir plusieurs rôles sur lesquels on va revenir tout de suite. Donc là, vous voyez qu'à partir d'un dessin, cette artisane va plier le cuivre, les lamelles de cuivre, de manière à suivre exactement le dessin requis. Et là, vous avez en bas, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, non, ça ne marche pas. Si, en bas, vous voyez que les éléments qu'elle a déjà réalisés, qui sont ceux de ce rinceau, ils sont déjà réalisés ici. Alors aujourd'hui, on arrive à les faire, les rubans sont collés 4 les uns au-dessus des autres, mais évidemment, autrefois, on le faisait un par un. Donc déjà, vous comprenez et vous appréhendez le temps nécessaire pour arriver à réaliser d'une part le support, le corps de l'objet, la forme de l'objet, et par ailleurs les cloisons qui vont donc faire le dessin et en même temps séparer les couleurs. Alors voilà le tas de cloisons d'un objet dont dispose l'artisan qui va se charger de les souder, de les coller sur le corps de l'objet, quelle que soit sa forme. Alors là, il s'agit d'un vase plus petit, vous le voyez, à l'aide de cette colle qui est ici, qui est en fait une... Alors, depuis le XVIIIe siècle, on utilise, 18-19e siècle, on utilise une colle qui est en fait à base de résine, enfin, de sève d'orchidée, mais dans l'époque qui nous importe là maintenant ce soir, donc du début de la production jusqu'au XVIe siècle au moins, les cloisons étaient soudées par un amalgame sur le corps de l'objet, de point en point, pas de manière évidemment sur toute leur longueur, mais par exemple, dans les endroits comme ça d'angle, on aurait mis ici un petit point d'amalgame qui permet donc de maintenir la cloison. Donc vous imaginez bien le temps qu'il faut pour, une fois l'objet réalisé, ensuite poser l'intégralité des cloisons qui ont été préalablement formées, donc suivant le dessin requis. Ensuite, alors on est bien d'accord que là, nous avons des couleurs qui sont des couleurs contemporaines, pas celles dont on dispose, on reviendra sur ces couleurs et justement sur ce choix esthétique. Mais là, vous voyez une déclinaison presque par camailleux de vert, de jaune, d'orangé à jaune, de bleu de plusieurs couleurs, de mauve, qui sont donc à la disposition des artisans contemporains. Vous voyez d'ailleurs tout au fond, là, un grand vase avec justement l'émail posé dans cette multitude de couleurs, ce très grand, très vaste gamme de couleurs disponibles aujourd'hui. Ça n'était pas le cas avant, on va le voir tout à l'heure. Il faut donc, une fois les cloisons faites, posées, il faut donc remplir ces alvéoles qui sont finalement vides, mais qui construisent, enfin, les cloisons forment des petits murs, certes avec quelques millimètres, 1 à 2 millimètres de hauteur, mais il faut donc remplir ces cloisons, ces alvéoles, avec les différentes couleurs, poudre d'émaux qui sont mélangées à un liant, de l'eau et à un liant, qui permettent donc de maintenir, de sécher dans l'alvéole le temps que l'objet passe définitivement au four. L'objet est ensuite passé au four. Vous voyez donc des fours, un feu autour de 700 degrés, qui permet donc à la poudre d'émail de fondre, à ce moment-là d'adhérer au métal
à la fois les cloisons, mais en même temps le fond, l'objet lui-même, le corps métallique. Et au moment où l'objet ressort de cette première cuisson, on constate que l'émail a rétréci. L'eau, en fait, le liant s'est évaporé et donc le niveau d'émail n'affleure plus comme c'était le cas précédemment. Vous voyez là, on comprend bien que l'émail arrive à hauteur des cloisons. Quand la première cuisson est passée, il y a donc un défaut d'émail. Il faut donc recharger une deuxième fois avec les différentes couleurs des mots, recuire. Et pour les pièces un peu importantes, et donc avec des cloisons plus épaisses, il faut parfois faire cette opération 3 fois. Vous voyez le temps très important qu'impose cette technique. Quand l'objet sort du four après ces passages et ces rechargements en émaux, voilà à quoi ressemble une surface. Là, il s'agit d'un plat avec un décor contemporain de la Grande Muraille. Et vous voyez que la surface donc, est une surface donc, de verre, d'un verre extrêmement brillant, mais vous voyez avec une surface qui est pourtant sur un plat pas du tout régulière. Il va falloir donc poncer l'objet à l'aide de pierre ponce. Alors évidemment aujourd'hui ça se fait de manière mécanique, il est probable que les débuts se soient faits de manière manuelle bien sûr, et pour certaines parties peut-être a-t-on pu développer rapidement des choses mécaniques. En tout cas on a la preuve que la partie plutôt mécanique et systématique apparaît dans la dernière dynastie des Tsin. Pour celle des Ming, probablement pas. Vous voyez donc ce même sujet, ce grand plat qui représente donc la Grande Muraille et le palais le Temple du Ciel, et vous voyez qu'il y a des parties, donc l'objet est poncé, l'objet est donc plus mat, le verre est évidemment matifié par ce ponçage, mais vous voyez qu'il y a des parties qui sont brillantes. Toutes ces petites taches brillantes sont en fait la matière qui est en creux et en défaut d'émail. Aujourd'hui, on va recharger avec une matière vitreuse transparente tous ces trous de manière à avoir une surface parfaitement lisse. Bien évidemment, ça c'est la technique contemporaine. À l'époque des Yuan, on reviendra sur l'arrivée de cette technique, à l'époque des Yuan, et encore sous les Ming, et encore après, il y a donc des défauts de cuisson qui sont des trous de bulles, qui sont effectivement ces défauts au moment où le vase est retourné. Évidemment, parfois l'émail coule un tout petit peu plus dans un sens que dans l'autre, et il y a donc un manque d'émail qui est parfois bouché quand le trou, le défaut est trop visible et trop gênant pour l'appréciation esthétique de l'œuvre, est rebouché à l'époque avec de la cire de couleur. Et vous voyez ici cette tache jaune un peu différente de couleur. Il s'agit d'un défaut, donc d'un manque d'émail, qui a été comblé par une cire jaune. Si vous le devinez aussi, une irrégularité de la couleur, et qui montre bien, ici aussi, vous voyez dans le bleu marine, vous voyez un bleu marine légèrement différent, avec un reflet qui ne joue pas de la même façon. Les parties plus foncées sont donc des comblements réalisés à la cire. Donc vous voyez, une technique, alors là, nous avons la chance, si on peut dire, au Musée des Arts Décoratifs, d'avoir un petit vase qui est presque bien dans un sens, mais qui malheureusement a eu des accidents et montre une perte d'émail. Mais vous voyez que dans notre chance, on comprend du coup très très bien les parties qui sont bien pleines et les parties où l'émail est tombé, où vous voyez, vous devinez bien les cloisons qui tiennent encore ou moins bien, d'ailleurs, sur le fond métallique de l'objet. Voilà donc pour ce rappel technique. Venons-en maintenant à un très rapide, Catherine l'a rappelé immédiatement lors de cette très charmante introduction, mais je vais rappeler extrêmement rapidement, parce que ce n'est pas le sujet de la conférence, le chemin parcouru probablement par cette technique des émaux cloisonnés. Si la céramique, si la porcelaine notamment, a fait le chemin inverse sur ces routes ces routes commerciales qui traversent le continent eurasiatique de la Chine vers l'Europe, eh bien, dans l'autre sens, il y a quand même une technique qui a fait le chemin inverse, c'est bien celle donc des émaux cloisonnés. Partis de Byzance et ou
de la région Mosane, Rhénane-Mosane. Cette technique, donc vous voyez donc ici, alors là vous voyez un exemple byzantin avec cette très belle croix conservée au Victoria and Albert Museum de Londres. Ici vous avez un exemple exceptionnel de ce plat de reliure présentant l'icône de l'archange Michel, un objet qui date donc du XIIe siècle et qui est conservé aujourd'hui dans le trésor de la basilique Saint-Marc à Venise. Et vous voyez l'extraordinaire décor de cloisonné qui est à la fois dans le fond ici, dans le fond derrière l'ange, et puis ici également, et puis dans une partie de ces représentations de figures, saints ou en général des saints, pardon, qui sont donc réalisés en partie en cloisonné et en partie donc sur un fond d'argent doré. Mais vous voyez que là, on n'est pas dans un format, on reste dans le format plat. Pour ce qui concerne le passage par les routes du sud, c'est-à-dire par le Moyen-Orient, la péninsule arabique, nous avons un plat qui a en plus cet extraordinaire mérite d'être daté, donc du XIIe siècle, qui est conservé aujourd'hui à Innsbruck et qui vous montre cette technique des émaux cloisonnés sur cuivre, avec donc une gamme chromatique que vous pouvez apprécier, bleu turquoise, bleu lapis-lazuli, jaune, blanc, vert et rouge. Des couleurs, je les énonce exprès, que nous allons retrouver en Chine, justement, dès cette période des Yuan. Vous voyez donc ici un plat avec des figures, des différents médaillons, qui sont, l'ensemble est sur un fond bleu foncé, avec des parties sur fond bleu turquoise, et à l'intérieur de chacun des 6 médaillons latéraux, enfin du tour, plus le médaillon d'Alexandre le Grand, vous voyez un fond blanc. Cette route du Sud, donc, semblerait avérée par cet atelier qui est installé dans l'actuelle Syrie et qui aurait été formé par des artisans byzantins qui se seraient installés dans cette partie, dans cette zone, et qui auraient pu donc transmettre la technique. De la péninsule arabique vers la Chine, la suite du parcours aurait pu se faire soit par les routes maritimes, soit par les routes terrestres, à l'Asie centrale. Et s'il s'agit des routes du nord de l'Europe, c'est-à-dire les routes Rhénane-Mosane, eh bien là, évidemment, ce sont les routes terrestres qui auraient été empruntées. Je parle, vous avez compris, tout cela de manière très prudente, avec des hypothèses qui sont celles que nous pouvons établir aujourd'hui, au regard de quoi? Non pas de textes dont nous n'avons aucune trace, mais bien grâce à des analyses, à quelques analyses que nous avons pu faire il y a une vingtaine d'années avec le C2RMF, le laboratoire des musées de France, et ma collègue à l'époque, Isabelle Biron, et qui a montré qu'effectivement, les rapprochements techniques possibles pouvaient se faire à la fois avec Byzance, mais en même temps avec cette zone donc de la région Rhénane-Mosane. Pendant longtemps, le grand débat, et on va revenir sur ce débat, le grand débat a été de savoir si les émaux cloisonnés étaient arrivés en Chine à partir donc de la dynastie Han ou bien celle des Ming. On va revenir sur ce débat, mais on va prendre pour acquis pour l'instant, si vous me permettez, que cette technique est bien arrivée en réalité sous les Yuan. Le premier à en avoir fait émis l'hypothèse, enfin non pas l'hypothèse, il l'a d'ailleurs fortement affirmé, c'est notre collègue de la Cité interdite qui l'a d'ailleurs dirigé, Yang Boda, en 1987, et qui donc explique dans un texte assez laconique, il faut bien le dire à l'époque, et assez peu démonstratif. Depuis, heureusement, les comparaisons et les rapprochements ont pu se faire avec des discussions que moi j'ai pu avoir en plus avec certains collègues de la Cité interdite. Et justement, les rapprochements et les éléments qui permettent aujourd'hui de rapprocher, donc, d'affirmer que les cloisonnés auraient bien été, la production aura bien commencé
au moment des Yuan et non pas des Ming, eh bien, c'est justement le rapprochement avec la céramique, entre autres, et aussi avec des lacs, mais particulièrement avec la céramique. On va le revoir tout à l'heure. Mais on va déjà voir à quoi ressemblent ces objets à l'époque des Yuan. Alors, ce qui est tout à fait exceptionnel, c'est que nous n'avons finalement, contrairement aux émoupins, par exemple, chinois, qui commencent à être produits dans la dernière dynastie impériale, à la période de Kangxi, où on a ces premiers émoupins, là encore, probablement sous l'influence de la technique européenne, mais pratiqués par les ateliers impériaux à l'intérieur de la cité interdite. On a les premiers exemples, on a des exemples de balbutiement de cette technique. Ce qui est très étonnant avec les émaux cloisonnés, c'est qu'on a, pour l'époque des Yuan, directement des objets absolument remarquables, comme par exemple ces deux bouteilles, que vous aurez le plaisir de pouvoir aller voir au Musée des Arts Décoratifs, éventuellement dès demain si vous voulez, à partir de 11h, on ouvre à 11h, dans la galerie Moyen-Âge, et vous voyez que là, on a des objets qui font presque 30 cm de haut et qui sont techniquement parfaitement réalisés. Aucune défaut technique, l'objet et la technique surtout est parfaitement maîtrisée. Donc une technique, vous voyez, qui permet de réaliser des objets de manière avec une esthétique extrêmement polychrome que ne permettait pas la céramique de cette époque, ou plus exactement, pas avec autant de couleurs. On a quelques exemples, bien sûr, de grès avec des glaçures polychromes, type des glaçures alcalines de plusieurs couleurs, bleu turquoise, bleu de cobalt, vert, jaune et brun, mais qui ne proposent pas les 7 couleurs que vous avez sous les yeux. Je les énonce: à la fois le bleu turquoise du fond de l'objet, le bleu, un bleu foncé que vous avez ici, qui n'est pas tout à fait un bleu lapis lazuli, qui est un bleu foncé, le blanc, le jaune, le rouge, un violet que j'aperçois ici, qui est en fait légèrement translucide, et ce vert foncé, qui est lui aussi translucide, donc évidemment c'est une technologie un tout petit peu différente. Et on voit que, alors là, il va falloir que vous me croyiez, parce que malheureusement, sur la diapositive et par écran interposé, c'est difficile. La partie vert clair qui se trouve par exemple ici, ou dans le bord des petits feuilles en écoinçon là, c'est un mélange dans de l'émail translucide foncé vert, de poudre d'émail jaune opaque, qui donne visuellement un aspect vert clair, alors qu'en réalité, il s'agit presque d'un aspect presque pointilliste, mais qui vous donne donc une autre couleur supplémentaire, donc finalement 7, 8 couleurs maintenant. Ainsi qu'une autre couleur ici, qui consiste à mélanger des poudres assez fines, rouges et jaunes, pour obtenir une sorte d'orangé que vous apercevez dans le bas de la fleur ici. Donc vous voyez, une technique qui permet de réaliser des objets extrêmement séduisants, et j'oubliais, dans la technique que je vous ai expliquée tout à l'heure, parce que je n'ai pas d'image, donc j'ai oublié, mais ça me permet de rattraper maintenant. Une fois que l'objet est parfaitement poncé, on ajoute bien sûr la dorure qui se capte, qui est captée par les parties métalliques, et uniquement les parties métalliques, c'est-à-dire en général le pied, le col, les cloisons plus larges qui peuvent éventuellement structurer le décor, c'est le cas ici, et toute l'épaisseur des cloisons qui est restée visible entre les couleurs des mots. On voit bien ici que les cloisons ont plusieurs rôles. Elles ont à la fois le rôle de structurer le décor, lorsqu'il s'agit ici d'une cloison plus large par rapport à celle-ci, de composer le dessin, de marquer les traits principaux du dessin, de séparer les couleurs, mais pas uniquement, parce que parfois, à l'intérieur d'une même couleur, on peut faire éventuellement une déclinaison de 2 couleurs qui sont comme ici, et ici, nous venons de le voir. Pour vous montrer d'autres objets, donc ici, vous voyez un brûle-parfum qui là encore est daté de la dynastie de Yuan, une forme tout à fait classique chinoise, issue d'un vocabulaire qui existe depuis donc l'Antiquité chinoise, qui a été créé
en bronze d'abord, puis redécouverte sous la dynastie Song. Là, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous ces détails, mais qui, vous voyez, est à ce moment-là non plus dédiée, comme c'était le cas à l'origine, pour la présentation des aliments lors de rituels, mais bien transformé en usage de brûle-parfum. On mettait du sable à l'intérieur et on pouvait poser sur ce sable un parfum allumé ou de l'encens, ou y piquer des bâtons d'encens. Donc vous voyez ici, vous avez deux couleurs de fond, un bleu marine et un vert qu'on appelle, ces couleurs mélangées, on les appelle traditionnellement, parce que c'est un Anglais qui les a décrites en premier, mixed color, couleurs mélangées, et qui donc offrent en effet des couleurs supplémentaires par rapport à celles qui sont utilisées pures, seules. Et puis vous voyez que sous les Luan, vous avez aussi un vert turquoise qui est très légèrement différent dans sa tonalité que le bleu turquoise. Donc des couleurs opaques, des couleurs translucides, et qui permettent donc de réaliser ces objets dans une tonalité très vivante avec et rehaussée de surcroît par la dorure. Donc il faut les imaginer, ces objets, à l'intérieur, dans des intérieurs évidemment sombres, vous me direz comme le reste, mais vous comprenez aussi pourquoi cette technique qui donc arrive à l'époque des Yuan séduit, il semblerait, le pouvoir Yuan et probablement d'abord les temples, puisque tous ces objets, vous le comprenez, ce sont des objets plutôt de rituels, de culte, pardon, j'avance trop vite, de culte, qui donc sont d'abord dédiés, et la feuille et les fleurs, pardon, de lotus indiqueraient que ces objets sont en effet utilisés dans les temples bouddhiques ou pour des rituels bouddhiques. Alors, j'ai exprès mis ces deux objets que vous connaissez certainement par cœur, notamment celui de gauche, qui est il y en a deux, c'est une paire, ce vase daté donc de 1351, qui est extrêmement célèbre, conservé à la Percival David Foundation, installé maintenant dans le British Museum, salle 95, et qui, vous le savez, est daté par une inscription qui se trouve au dos du col. Vous voyez donc en tout cas là, cette technique qui également, si elle n'est pas née à l'époque des Yuan, cette technique de décor en bleu de cobalt sous couverte sur un fond, donc sur un corps de porcelaine cette fois, les fameux bleus et blancs si célèbres chinois, vous voyez que l'esthétique est déjà celle d'un décor. Et vous retrouvez les types de rinceaux de fleurs de lotus, notamment sur l'épaule ici, très proches, je repars en arrière, de ce que nous venons de voir à l'instant sur ce cloisonné, avec, vous le voyez, multitude pour les fleurs, multitude de pétales qui partent comme ça de manière un tout petit peu arrondie et qui sont vraiment très semblables sur cette partie-là. Un décor tapissant, ça correspond évidemment aussi à cette esthétique des Yuan, et vous retrouvez sur ce plat du Musée des Arts Décoratifs actuellement présenté au Louvre à Abu Dhabi, que nous avons prêté donc là-bas, vous retrouvez également cette même esthétique de rinceaux de fleurs que nous retrouvons donc un peu partout sur les créations. On peut également les trouver sur les créations de la même période des Yuan, sur par exemple des objets de lac. Pour vous montrer donc cette connexion évidente entre les différents arts d'une même période, mais vous voyez que si cette technique décloisonnée est une technique étrangère à la base, elle est en tout cas immédiatement adoptée, maîtrisée, pratiquée, et les décors qui sont choisis sont des décors qui sont réellement parfaitement chinois. S'agit-il d'artisans qui seraient venus avec cette technique, qui auraient formé des artisans chinois, ou est-ce que ce sont des artisans étrangers qui réalisent des modèles chinois? Ça, on ne le sait pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les thématiques de décor peuvent se comparer parfaitement donc à la céramique, qui lui est un art chinois par excellence, pratiqué en tout cas pour la porcelaine que nous venons de voir à Tintogen depuis déjà au moins 3 siècles, et la technique est parfaitement rodée et parfaitement chinoise. Ce qui est intéressant avec ce bol, vous voyez, au point de vue esthétique, c'est que si c'est un bol de présentation pour des offrandes, avec toujours ce rinceau de lotus à l'extérieur, qui donc indiquerait bien l'usage pour des rituels ou pour des présentations
dans des temples bouddhiques ou sur des autels dans des palais, vous voyez qu'il y a déjà un contraste entre l'extérieur et l'intérieur, un contraste esthétique. L'extérieur est bien sur un fond turquoise, mais l'intérieur est sur un fond blanc, avec au centre ce magnifique décor de poissons qui jaillit des flots sur un fond vert translucide. Et là, on retrouve ce lien esthétique avec la céramique, avec la porcelaine, sauf que la porcelaine, à l'époque des Yuan, même encore au tout début des Ming, ne peut pas réaliser un décor avec ces couleurs-là. Elle peut réaliser le blanc, mais elle ne peut pas réaliser tout ça en couleur. Elle ne peut le faire qu'en bleu et blanc, ou éventuellement en rouge et bleu. On va le voir juste après. Donc là, je vous montre d'autres types d'objets. Un mapping, donc un objet là encore qui permet de éventuellement mettre fleurs ou composition sur un autel, avec un décor extrêmement intéressant, un décor, vous voyez, je vous ai mis les deux détails, d'un côté une magnifique branche de pivoine, avec un jeu très subtil de couleurs translucides, comme le violet ici, qui est légèrement modulé par du blanc opaque, qui donc, en couches différentes ou en sous-couches, permet de moduler l'intensité de la couleur. Quand on met plusieurs couches de ce violet, on a ce violet très foncé, mais si la première couche est du blanc et qu'on remet une couleur blanc opaque et qu'on met cette couleur violette translucide par-dessus, alors le violet est moins intense, il est plus pâle, et donc permet justement par cette astuce technique d'arriver à avoir deux couleurs, voire trois, le très foncé et du mauve plus pâle ici. Jeu également avec le jaune opaque. On voit très bien ce jeu ici de dégradé sur le bouton de la pivoine qui se trouve à côté. Et de l'autre côté, vous voyez, de ce côté-là, vous avez ce magnifique décor de lotus, cette fois-ci traité de manière naturaliste, et enfin au dos, cette exceptionnelle branche de fleurs d'hibiscus réalisée donc avec ce très puissant émail jaune. Et vous devinez d'ailleurs grâce à ce détail que là aussi, le vert translucide peut être modulé en mettant, soit en l'utilisant pur, donc vous avez un vert très foncé, soit en mettant ici, par exemple, que vous devinez ici, une sous-couche d'émail blanc, par-dessus blanc opaque, par-dessus on peut mettre un émail vert translucide, et donc moins dense, parce que juste en une seule épaisseur, il a donc une couleur légèrement plus pâle, et ça fait évidemment une couleur supplémentaire à la disposition de l'artisan qui réalise ce décor. Là, vous avez encore un des chefs-d'œuvre du Musée des Arts Décoratifs. Alors, tous ces objets, j'ai essayé de favoriser des objets qui étaient présentés actuellement. Oui, je fais une toute petite insiste par rapport à la collection du Musée des Arts Décoratifs. Il se trouve que la collection du Musée des Arts Décoratifs d'Émaux Cloisonné est assez exceptionnelle, avec plus de 200 pièces. Bon, c'est pas tellement le problème du nombre, c'est vraiment la qualité exceptionnelle des objets qui la composent, et notamment grâce aux dons tout à fait remarquables de David Veil en 1923, qui a donné près de 150 pièces, qui a donc, c'est pas lui qui a créé le noyau, mais il a enrichi un fonds qui existait déjà, celui notamment de Charles Rochard, et qui a permis aujourd'hui d'avoir une collection exceptionnelle, complétée un peu plus tard par le dépôt de la collection de Salomon et Adèle Anna de Rothschild. Nous avons plus d'une trentaine de pièces et qui font qu'aujourd'hui, nous avons cette magnifique collection. Alors, là, vous avez l'exemple de cette boîte, mais je vous en montre le dessus et le dessous, avec ces deux décors exceptionnels. Un décor, décidément, un décor assez rare de dragons, vous voyez, qui se poursuivent dans un mouvement circulaire dynamique extrêmement puissant, et qui se court après au milieu des nuages. Vous avez ces magnifiques nuages en jaune translucide, alors que là, vous avez un jaune opaque, dans une dynamique très forte. Et là encore, si on peut penser que cette boîte est Yuan, c'est aussi plutôt des beurres fin Yuan, éventuellement tout début Ming, en tout cas 14e siècle, c'est parce qu'on peut trouver une comparaison très proche avec une boîte en lac, mais cette fois-ci pas en céramique. Et vous voyez ici la composition qui ressemble à celle du mapping que nous venons de voir, un très beau bouquet de lotus
avec cette magnifique feuille de lotus nouée en bas et de plantes aquatiques, ici sur un fond bleu translucide tout à fait particulier et typique du début de la production, donc au XIVe siècle en Chine. Vous voyez, là, on retrouve un décor un peu similaire. Bon, c'est pas exactement le même, mais vous voyez cette très belle fleur de lotus, le lotus ici, traité de manière naturelle, les différentes plantes qu'on a pu évoquer à l'instant. Bon, là, il y a les canards en plus, ce qui n'est pas le cas sur la bouteille ni sur la boîte. Et vous retrouvez toujours ces rinceaux de lotus avec cette particularité de l'usage de cette feuille très particulière qui est vraiment caractéristique de l'époque des Yuan et que l'on retrouve tout à fait à l'époque donc sur les cloisonnés que l'on peut dater aujourd'hui des Yuan et qui ne l'étaient pas avant, qui étaient datés plus tardivement. Voilà encore quelques objets qui, cette fois-ci, donc du tout début de cette production, vraiment fin Yuan, début Ming, du tout début de cette production, et qui, vous voyez, se font sur fond blanc. On a l'habitude aujourd'hui d'imaginer que ces cloisonnés sont toujours sur fond bleu turquoise. C'est vrai que c'est la couleur qui est la plus commune. C'est une couleur qui se généralise à partir des Ming. Mais ce qui est intéressant justement, c'est qu'au début de la production, on s'essaie visiblement à plusieurs types de fonds, notamment le blanc. Alors évidemment, le problème du blanc, c'est qu'on n'arrive pas à faire en émail un blanc aussi blanc qu'en porcelaine. Mais sauf qu'à cette époque, on ne peut pas faire ce décor encore en couleur sur la porcelaine, et c'est mon interprétation, c'est mon hypothèse, il est très probable qu'on ait finalement gardé ces fonds blancs, enfin utilisé ces fonds blancs à ce moment-là, et qu'on ait peut-être abandonné les fonds blancs au moment où on va trouver en porcelaine, sur la porcelaine, le moyen de réaliser ces décors avec les mêmes couleurs. Et là, vous voyez une très jolie boîte, alors c'est la même boîte, hein, le dessus et le dessous, avec un décor de chrysanthème ici, de camélia ici, et vous voyez l'incroyable technique qui permet aux artisans de réaliser ces feuilles avec des dégradés qui vont du vert foncé jusqu'au jaune ou jusqu'au rouge, en utilisant donc à l'intérieur d'une même cloison plusieurs types d'émaux, en jouant sur ces idées de sous-couche et de sous-couche entre opaque et translucide, et en même temps entre poudre d'émaux mélangés. Donc une technique à l'époque des Yuan, enfin, et au début des Ming, extrêmement sophistiquée, qui aura plutôt tendance d'ailleurs à se simplifier à l'époque de Xuande, qu'on va voir juste après. Alors voilà un autre exemple, ça c'est le détail de l'objet que je vous ai montré tout à l'heure pour ce qui était rebouché à la cire, cette magnifique double gourde qui a été transformée plus tardivement, vous voyez, en aiguière. Et vous avez sa marque qui a été rajoutée, on va revenir sur le problème de la marque après. Plein de formes, et vous voyez que ces formes, ce sont des formes rituelles, plein de formes de brûle-parfum. Là, vous avez deux types de brûle-parfum différents, assez petits l'un et l'autre, qui sont présentés toujours au musée des arts décoratifs, donc fond turquoise, fond vert pour le petit ruban qui se trouve en haut, ou fond bleu foncé. Et vous voyez, pour la céramique, on a vu quelques exemples de décors en bleu de cobalt sur fond blanc. Ici, vous avez cette très belle production de l'époque de Hongwu et ensuite Yongle et Xuande, mais déjà Hongwu, qui vont être aussi réalisés avec la couleur rouge. Mais là, on est vraiment dans des décors qui sont bichromiques, qui sont presque, on dirait, enfin, on a un décor, une esthétique à deux couleurs. Là, vraiment, le cloisonné permet d'obtenir un décor polychrome que la céramique, pour l'instant, ne permet pas de réaliser. Alors, cet exemple est tout à fait remarquable avec ce vase de gauche en rouge. C'est probablement le seul, en tout cas à ma connaissance, donc si l'un d'entre vous connaît un émail cloisonné de cette époque-là, c'est-à-dire début de la production, pas plus tardivement, parce que là, plus tardivement, on en connaît, à fond rouge, je serais extrêmement intéressée de partager cette information avec vous, que vous la partagez avec moi, plus exactement, pardon, et vous retrouvez ici un décor exceptionnel avec toujours cette feuille presque bouton-fleur qui s'installe dans le rinceau, autour du rinceau, et qui prend la place donc dans cette sorte d'écoinçon libéré ici, qui est vraiment la caractéristique de la fin des Yuan et de tout début des Ming.
mais plutôt fin Yuan. Et puis ici, ce magnifique forme de Gu, donc vraiment un objet particulièrement de forme d'origine archaïque, issu des bronzes archaïques, et utilisé pour les rituels. Et vous le voyez, donc on comprend que ces objets servent bien pour les rituels. Il se trouve que cet objet a son jumeau conservé au Musée national du Palais à Taipei, avec simplement une marque impériale plus tardive que celui-ci n'a pas. Donc là, vous voyez comment on compose les décors. On sort du lotus, du rinceau de lotus, qui quand même est relativement récurrent, vous l'avez compris. Il est encore placé ici, mais là, on a ajouté, comme sur le bol à fond blanc, un décor de grappes de raisin, que l'on peut d'ailleurs constater également apparaître sur les porcelaines à décor de cobalt, dès les Yuan. Et puis également ce très beau décor de fleurs de chrysanthème, de fleurs de grenade, de fleurs de camélia dans la partie haute. Dans les objets rituels, bien sûr, toujours les verseuses. Alors, une forme bien caractéristique de verseuse qu'on appelle kendi, que vous connaissez certainement très fréquemment en bleu et blanc, dès l'époque des Yuan des débuts des Ming, et que vous voyez ici transcrit en émaux cloisonnés, donc avec une base métallique. Une autre type de verseuse, plutôt Kundika ici, qui est conservée au British Museum, et vous voyez avec un ensemble et une alternance cette fois-ci d'éléments dorés et d'éléments colorés comme là, pour la partie du pied. Donc là, vous voyez toujours des objets rituels. Vous avez compris par l'explication technique que j'ai rappelée au début de cette conférence, le processus est long. Il est coûteux en matériaux de base, il est déjà coûteux pour faire la base d'un objet métallique, alliage cuivreux, à cette époque-là. Il est ensuite coûteux d'avoir ces différents types de poudre de verre, cette matière vitreuse colorée, donc il faut déjà réaliser ces pains de frites, et puis les broyer. Ensuite, il faut dorer l'objet, donc à la fois les matériaux sont coûteux, en même temps le temps est très long. Donc, ces objets étaient réellement des objets de luxe, voire d'ostentation pour les palais, et réservés, et pour les temples, et réservés réellement à l'usage des temples et des palais, ou en tout cas de l'élite, et de l'élite peut-être aussi commerciale, mais en tout cas de l'élite sociale. Nous avançons dans le temps, et là, nous arrivons sur cette très belle boîte avec pour la première fois, ici, une marque installée, inscrite dans l'émail, contrairement à ce que nous avons dit tout à l'heure, où la marque était bien inscrite en dessous, mais gravée en dessous, on va y revenir, inscrite dans l'émail. On va revenir sur cette marque. Et vous voyez ici, à l'époque de Xuande, donc au début du XVe siècle, dans le deuxième quart du XVe siècle, une technique qui semble changer légèrement. Et en tout cas, on préfère utiliser 5-6 couleurs. On oublie presque la couleur mauve, on va juste la revoir sur une pièce ou deux, et on préfère plutôt ne plus utiliser ces couleurs mélangées et les utiliser pleinement dans chaque cellule, comme on le voit ici, et comme on va en revoir des détails avec d'autres objets de cette même période. Un très bel objet du Musée des Arts Décoratifs qui n'est pas présenté en ce moment, il l'était jusqu'au mois de mai, on le représentera certainement. Et je vais vous montrer un détail de ce rinceau magnifique de lotus. Vous le voyez ici, comme ça vous permet aussi de rentrer dans la matière. Vous voyez qu'ici, il y a peu de dégradés, comme on l'a vu à l'instant au début de la production. Il y a essentiellement des couleurs qui sont utilisées par cellules, qui ne sont pas mélangées ou qui sont peu mélangées, parfois un tout petit peu ici, vous voyez, à la pointe de la feuille, en rouge ou en jaune, mais on se sert de la cloison pour bien séparer les couleurs. Et là, on a ce fameux bleu marine qui est devenu un bleu lapis lazuli tout à fait exceptionnel et qui, là aussi, est caractéristique de cette époque, de cette période de Xuande. Donc là, vous voyez bien que la forme des pétales a changé, il est beaucoup plus monumental, la pointe est moins effilée vers le bout, comme on l'a vu à la fois sur les bleus et blancs en porcelaine et sur les cloisonnés. Et là, on a réellement une esthétique qui a changé, notamment dans la fleur de lotus, et qui correspond, elle aussi, à celle que l'on
observe dans les décors réalisés sur porcelaine. Pardon, j'ai mis 2 autres détails. Et vous voyez aussi qu'on a quand même, si le décor vous semble identique, en réalité, il ne l'est pas. Vous voyez qu'ici, les pétales ont 2 couleurs, alors qu'ici, ils n'en ont plus qu'un. Et ce qui semble être répété, en réalité, est beaucoup plus subtil que ça. Vous voyez également que le cœur la fleur de lotus n'est pas exactement la même là et là. Et donc, c'est le cas tout autour de la pièce. Et regardez bien aussi que le rinceau de lotus, ici, est formé par 2 cloisons et non pas par une cloison comme c'était le cas précédemment, et de l'émail vert qui est passé au milieu. Et ça aussi, c'est une esthétique qu'on peut retrouver sur les céramiques bleu et blanc de l'époque de Swan II ou juste après du règne qui suit. Voilà, alors là, justement, on a la partie avec une seule ligne, mais vous trouvez exactement la même esthétique sur la fleur ici, avec la même type de pétales très puissant, vous voyez, très, très fort, qui se trouve donc sur ce récipient couvert de la période Swan II. Vous retrouvez ça sur ce très beau ding, donc un brûle-parfum qui a un couvercle cette fois. Alors, le décor de dragon, qui est quand même un décor très récurrent sur la porcelaine, est assez rare sur les émaux cloisonnés. Ça, c'est une chose assez intéressante que, pour l'instant, je ne m'explique pas complètement. Peut-être elle peut s'expliquer justement par le fait qu'une grande partie des objets est plutôt dédiée au temple et moins à l'empereur. Il n'en est pas moins vrai que cette figure du dragon, qui est récurrente sur la porcelaine, ne l'est quand même vraiment pas sur le cloisonné. Alors, parmi les objets extrêmement connus, il n'y en a que 2 pourtant, qui présentent, alors il y a la boîte que je vous ai montrée tout à l'heure est très rare, pour ce principe, justement pour cette raison en partie, mais les 2 objets qui sont extrêmement connus avec un décor très puissant de dragon sont ces 2 jarres. L'une est conservée à la collection Uldry, enfin faisait partie de la collection de Pierre Uldry, qui est décédé maintenant, mais qui est présentée, cette jarre est présentée au musée Rydberg de Zurich, et son jumeau, sa jumelle, est présentée au British Museum de Londres. Et vous voyez que vous avez une marque, elle aussi, en champ levé, c'est-à-dire que le métal est gravé pour faire les caractères et ensuite plonger dans l'émail. Donc, on ne peut pas rajouter cette marque plus tardivement. Et ça, c'est important, comme sur la boîte que nous venons de voir à l'instant. Alors là, je vais vous montrer, j'ai fait exprès, je vous montre l'objet entier de la collection Uldry et le détail de la collection du British Museum. Vous voyez ici donc de plus près ce dragon très effrayant, et vous voyez, vous devinez peut-être, ici on a un mauve, ici et ici, qui effectivement est tout à fait unique sur des objets de l'époque de Swan II, qui préfère limiter sa gamme chromatique à 6 couleurs, donc le blanc, le turquoise, le bleu, lapis-lazuli, le jaune, le rouge, le blanc et le vert foncé, qui vous paraît noir ici, mais qui est en fait un vert foncé translucide. Alors, quand je vous parlais de ces influences et de ces relations, voilà évidemment les décors que vous connaissez certainement beaucoup mieux, ceux de ces dragons magnifiques qui, en dégradé, en subtil dégradé de bleu de cobalt, ont été réalisés à l'époque particulièrement de Swan II. Et vous avez ici la très belle coupe sur pied du musée d'Inay. Mais vous avez la non moins célèbre coupe sur pied de la Percival David Foundation avec ces 2 couleurs sous couverte, rouge de cuivre et bleu de cobalt. Et vous voyez qu'on a une esthétique absolument magnifique, mais là, on n'a que 3 couleurs. On n'a toujours pas les couleurs des émaux cloisonnés. Parlons maintenant assez rapidement, parce que finalement, je me rends compte que je suis très en retard sur tout ce que j'ai à vous dire, sur le problème des marques. Si les marques peuvent aider, et peuvent très généralement et très souvent aider la datation des porcelaines, en tout cas en Chine, notamment des porcelaines, mais pas uniquement des porcelaines, eh bien, ça n'est absolument pas le cas pour les cloisonniers. Pourquoi? Pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'il y a moins d'objets marqués. La marque de Swan II apparaît, vous savez, alors, je rappelle également, pour les porcelaines chinoises, les premières marques
de porcelaine chinoise, marque impériale, j'entends bien, les marques impériales, apparaissent sous Yongle, le deuxième empereur de l'époque des Ming, de la dynastie des Ming, Xuan II étant le suivant, et donc sont relativement récurrentes quasiment pour tous les règnes des dynasties Ming puis Qin. Pour les émaux cloisonnés, il n'en est rien. La première marque à apparaître est celle de Xuan II, vous l'avez sous les yeux. Vous en avez c'est un détail de la boîte que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, vous avez une marque champ levé avec Da Ming, Xuan II, Nian Zhe, ici, qui vous montre donc objet fait. Alors là, il y a deux solutions. L'émail étant autour de la marque, soit l'objet a été fait à l'époque de Xuan II, soit l'objet est une copie plus tardive. Mais on ne peut pas ajouter, on ne peut pas rajouter cette marque à l'intérieur de l'émail plus tardivement. Comme on ne peut pas le faire avec une marque en bleu sous couverte. La marque sous couverte est faite au moment où on réalise la pièce. Donc, elle est soit de l'époque indiquée, soit une copie plus tardive. On ne peut pas la rajouter plus tardivement. Et donc, vous voyez que pour la majorité des objets, les marques sont souvent gravées dans le métal. Là, vous avez la marque qui est gravée sous la base, et là, vous avez la marque qui est gravée, en l'occurrence, cet objet a deux marques, sous le couvercle, le revers du couvercle. Mais vous comprenez bien que ces marques, quand elles sont gravées dans le métal, peuvent avoir été rajoutées n'importe quand. Il suffit ensuite de redorer l'objet. Ce qui donc rend la difficulté, la chose très difficile pour, en tout cas, la marque, dans quelques rares exemples, lorsqu'elle est champ-levée comme ça, peut évidemment, si elle correspond bien au style de la pièce, être considérée comme un élément fiable de datation. Pour ces marques-là, qui peuvent être gravées n'importe quand plus tardivement, eh bien évidemment, il faut s'en méfier terriblement. Un, elles peuvent être rajoutées plus tard. Deux, elles peuvent surtout être éventuellement changées dans une partie métallique qui a pu être changée. On va le voir tout à l'heure. Alors voilà, je vous montre ici une marque en bleu et blanc pour mémoire, faite donc sous ce bol de la collection de Guimet. Et vous voyez donc cette très belle marque, là aussi, Da Ming Xuan de Nianzhe, qui est donc peinte en bleu de cobalt sous la couverte, donc avant l'application de la couverte, puis avant la cuisson. Donc, on ne peut pas la rajouter après. 1300 degrés de cuisson, après on ne peut plus rien rajouter. En tout cas, pas une marque sous couverte. Donc, vous comprenez que si on peut lui faire confiance pour la céramique, c'est donc beaucoup plus compliqué pour les émaux cloisonnés. Alors, un autre exemple extrêmement récurrent dans la technique des émaux cloisonnés, c'est que très souvent, ces objets ont été éventuellement remis dans des montures plus tardivement, notamment à la dynastie suivante, celle des Qin. Si on fait une autre conférence sur les émaux cloisonnés à l'époque des Qin, avec là encore les références, les parallèles avec la céramique, on pourrait en parler, il faut évidemment parler de cette récupération de ces émaux cloisonnés, qui montrent d'ailleurs que c'était des objets précieux, et donc on les réinsère dans des montures plus tardives. Mais on rajoute à ces montures des marques, celle en l'occurrence là de Qintai, de la période Qintai, donc de cet empereur qui a régné et qui a eu un règne très chaotique politiquement, qui n'a jamais pu faire tous les émaux cloisonnés dont les marques existent encore aujourd'hui. Mais il y a un jeu homophonique entre Qintai et le mot chinois pour la période des Qin, la dernière dynastie impériale, qui effectivement, on appelle cloisonné Qintailan, donc il y a ce jeu de mots qui expliquerait peut-être le fait qu'on ait rajouté bleu Qintai, qu'on ait rajouté donc cette marque Qintai, mais cette partie, la cloison, la marque est ici, vous imaginez bien que cette partie-là est plus tardive et n'a absolument rien à voir avec cet objet qui donc ne peut pas être daté de l'époque de Qintai. Alors, dans certains cas, c'est le cas de ce bol et c'est le cas de l'objet que je vais vous montrer après. Là, on le voit assez mal, mais elle est gravée en dessous, Da Ming Tiating Nianzhe, période et marque de Tiating. On peut considérer que cette marque est bonne. Pourquoi? Parce que le décor ici et la facture, la technique, correspond bien en tout point à un objet de l'époque de Tiating. J'aurais pu là aussi vous montrer un objet de comparaison, notamment avec ce très grand caractère de la longévité, le shou, qu'on trouve de manière très récurrente
dans beaucoup de décors de porcelaine en bleu et blanc avec ce caractère indiqué, et puis ce décor de grue qui se trouve tout autour et qui correspond bien à ce message de longévité. Donc là, dans ce genre de cas, on peut considérer que la marque est fiable. Il s'agit également de la même fiabilité pour la marque qui se trouve sur cette magnifique boîte octogonale que vous voyez ici et qui elle-même appartient donc à ce milieu du XVIe siècle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on observe donc que la figure du lettré apparaît. Elle apparaît à l'époque des Ming assez tôt, à la fin du XVe siècle, probablement, milieu XVe. Et ce qui est assez cocasse, c'est que le rare texte qui a été beaucoup commenté, sur lequel certains auteurs, moi y compris au début, mais plus maintenant, nous nous sommes beaucoup basés pour dire combien les émaux cloisonnés étaient quelque chose de pas du tout suffisamment, beaucoup trop vulgaire dans leur aspect justement probablement trop polychrome et trop clinquant, étaient donc pas du tout des objets distingués, suffisamment élégants pour les lettrés distingués, mais réservés aux appartements des dames, sous-entendu, qui n'ont aucun goût. Et ça, c'est une critique qui est donnée par un critique d'art qui écrit un guide d'amateurs à la fin du XIVe siècle, dans la deuxième moitié du XIVe siècle, mais qui était loin de la cour et qui ne savait pas que, justement, à la cour, les cloisonniers étaient très à la mode. Alors, pardon, voilà. Donc, comment dater pour terminer? Comment est-ce que cette céramique a pu éventuellement nous aider à dater ces émaux cloisonnés et à dire que ces objets qui, jusque dans les années 2010, étaient datés, et peut-être par certains encore, du XVIe siècle, sont bien des objets de l'époque des Yuan? Eh bien, quand vous comparez les dessins de ces lotus et ici et là, je vous montre. Alors, je ne vous montre pas le détail de ce plat-là, je vous montre le détail d'un plat qui est celui de Limoges, le plat Yuan de Limoges. Vous voyez bien que ces éléments de décor, ici et ici, sont communs à cette période-là. Cette manière de tracer la fleur, les pétales de la fleur de lotus se retrouvent exactement ici et changent, ça je vous l'ai montré tout à l'heure, radicalement à la période suivante, à la période de Xuan II, et même déjà un peu avant. Et on peut réellement effectuer des parallèles. Et pendant longtemps, on a considéré que les cloisonnés avaient copié avec 100 ans de retard les décors de céramique. Il n'y a aucune raison que la mode ait été différente dans une technique et pas dans une autre. Donc, il faut vraiment considérer que ces décors se font quand une forme est à la mode, elle l'est pour tous les objets, et il n'y a aucune raison de dire que ces objets auraient été datés plus tardivement, sous prétexte que ce n'est pas dans une technique chinoise de base. Alors, de la même façon, on a des éléments aussi qui viennent renforcer cette datation. Ici, sur cet objet Yuan, vous avez ce petit détail du petit bouton qui sert à faire partir les deux branches du rinceau et que vous retrouvez ici sur un détail d'un plat, d'une boîte qui sert à conserver une pierre à encre. Et vous voyez le décor réalisé en incrustation de nacre propose à l'époque des Yuan déjà aussi ce même type de petits détails esthétiques, mais qui montrent bien qu'on n'attend pas les Ming pour avoir ce genre de décor. Il existe déjà sous les Yuan. Alors, à partir de quand on a pu faire ces porcelaines à décor polychrome, comme on le voit sur les cloisonnés, et probablement d'ailleurs sous l'influence des cloisonnés, je vais vous montrer. À partir de la période de Xuan II, on voit apparaître déjà vous en avez un exemple sous les yeux. C'est un exemple, pardon, j'ai oublié de mettre la légende, conservé au musée du Palais à Pékin cette fois. Donc vous voyez que associés au bleu de cobalt sous couverte sont réalisés des décors en émaux de plusieurs couleurs sur couverte, donc puis dans un deuxième temps, émaux à la fois vert, rouge et jaune, en tout cas c'est ceux qu'on aperçoit ici, mais une technique qui va à l'époque, dans la deuxième moitié du XVe siècle, se développer, se raffiner peut-être même encore plus. Et vous voyez avec ces deux exemples très célèbres de la Percival David Foundation, vous avez, et très très raffiné, tout petit, ce sont des pièces absolument ravissantes, minuscules, et vous voyez ce décor incroyable qui est qu'on appelle Dao
c'est une technique, donc un décor de technique Doucai, D-O-U-C-A-I, qui reprend finalement exactement la technique, enfin esthétiquement le résultat, la pratique des émaux cloisonnés, mais transcrit à l'aide du pinceau. Donc évidemment, on va pas créer de cloison, mais la cloison qui était ajoutée, eh bien, elle est dessinée en bleu de cobalt. Donc tous les traits tels que les cloisons sont faits en bleu de cobalt, sous couverte, on cuit une première fois, et on rajoute à l'intérieur du trait bleu les différents émaux, comme on avait rajouté les émaux dans les cloisons, dans les alvéoles créées par les cloisons dans la technique sur métal. Et vous avez des parallèles qui sont intéressants, esthétiques. Donc voilà, par exemple, sauf que le petit objet, le petit brûle-parfum est probablement plus ancien, mais vous avez effectivement cette influence, cette fois-ci, des émaux cloisonnés sur les techniques de céramique, et non pas l'inverse, qui se produisent donc et qui probablement ont permis aussi le développement de ces décors polychromes sur porcelaine. Alors, encore une autre pièce très célèbre de la Percival David Foundation, cette toute petite jarre, qui était probablement une petite jarre à poudre de thé ou à feuilles de thé. Et on va regarder un détail. Ça c'est pris sur catalogue, j'ai scanné le catalogue, mais là j'ai pris le décor directement sur l'objet, et vous voyez bien que les émaux débordent parfois légèrement du trait bleu fait sous la couverte. Donc là on est vraiment dans le même principe que celui des émaux cloisonnés, mais après. Là vous voyez aussi, vous voyez les rapports esthétiques. Mais donc les émaux cloisonnés auraient été plus anciens à pouvoir proposer ces décors polychromes. Et on comprend aussi qu'à partir du moment où justement la porcelaine va pouvoir réaliser ce type de décor, eh bien on va laisser tomber les fonds blancs qui ne sont jamais complètement blancs et qui sont en tout cas moins blancs que la porcelaine, et plutôt garder des fonds bleu turquoise qu'on arrive à faire de manière beaucoup plus régulière et qui coûtaient probablement aussi moins cher, liés aux oxydes métalliques qui permettaient de faire la couleur bleu turquoise, en l'occurrence le cuivre. Tel que pour terminer, je suis un peu en retard, mais pour terminer ces quelques diapositives, les 6 dernières diapositives, et vous montrer une autre influence des émaux cloisonnés sur la céramique et pas l'inverse. Voilà le décor de ce fameux vase mapping que nous avons vu au début de la conférence, et regardez réalisé en céramique vraiment la proximité des deux décors. Qu'est-ce qui se passe? Cette technique de grès a des corps de glaçure alcaline. Ces glaçures alcalines sont extrêmement fluides, grès ou porcelaine d'ailleurs. Sont extrêmement coulantes. Elles sont donc difficiles à maîtriser, c'est-à-dire que si vous voulez faire un décor polychrome comme vous l'avez ici, pour arriver à ce que les couleurs restent bien sur la feuille et qu'elles ne débordent pas à côté, et inversement, c'est toujours très compliqué. Eh bien, qu'est-ce que les Chinois vont faire? Ils vont décider de monter des petites cloisons en céramique, porcelaine ou grès, selon que le corps est en porcelaine ou en grès, et arriver ainsi, avec ce petit muret, à éviter, à limiter la coulure du bleu de cobalt, ici par exemple dans le blanc, ou du bleu de cobalt dans le bleu turquoise, et inversement. Regardons un détail, alors ça c'est une autre pièce du musée des arts décoratifs, un grand vase avec cette même technique Farrois, cette fois-ci c'est un grès, avec donc ces petits murets, vous voyez, qui sont construits et qui permettent de contenir les couleurs, ici le violet de manganèse, et qui, du coup, coule moins dans le turquoise. Là, vous voyez bien cet aspect très coulant de la matière, et ces petits murets, ces petites cloisons faites en céramique vont permettre, donc à l'exemple, à l'instar de ce qu'elles étaient dans les cloisonnés, vont permettre d'éviter donc que les couleurs et le décor se mélangent, soient confus. Vous en avez deux, voilà, là, avec ces deux exemples-là, ces deux gros plans, pardon, vous voyez très bien là, le côté très coulant, et effectivement, la cloison en relief permet d'arrêter, bon, là ça déborde un petit peu, d'arrêter la glaçure et d'éviter que le manganèse aille dans le turquoise et le turquoise dans le manganèse, presque. La technique qui a suivi pour que ce soit plus rapide pour les Farrois est une technique qui, au lieu de construire un petit muret comme ça, était celle de l'incision, donc il y avait un léger creux. Ça, c'est une technique qu'on connaît déjà depuis les Tang,
mais avec les Sansai, mais évidemment, c'est un peu moins efficace que la cloison montée, mais qui est plus longue à faire. Et pour terminer, eh bien voilà, voilà cette histoire du blanc et de la couleur, à la fois dans les émaux cloisonnés et dans la porcelaine, à partir du 15e, du 16e siècle, donc, déjà dans la deuxième moitié du 15e siècle, mais évidemment confirmé au 16e siècle. On a donc, la porcelaine a bien sûr la capacité maintenant, grâce à ces techniques de Dozai, puis celle de Wuzai, techniques légèrement différentes, plus rapides à faire, où le bleu n'est pas forcément le fil bleu, le dessin n'est pas forcément écrit, n'est pas forcément fait en sous-couverte. Les éléments bleus sous couverte peuvent être donc différents, donc c'est un peu plus rapide à faire. Vous avez cette magnifique jarre d'une paire du musée Guimet, et le décor donc va pouvoir se faire en polychromie sur la porcelaine. Évidemment, elle continue de se faire aussi en polychromie sur les émaux cloisonnés, qui changent un tout petit peu de couleur, de gamme chromatique, vous voyez, notamment à partir probablement dès le milieu du XVIe siècle, dès la période Tiatine, et qui va se poursuivre d'ailleurs avec pendant la deuxième moitié du XVIe siècle. Mais vous voyez quand même des rapports de couleurs qu'on peut faire entre ce vert pâle ici et le vert pâle que vous avez ici sur la porcelaine. Là, on a vraiment des liens très fort entre les deux techniques et des passerelles, l'un influençant l'autre et probablement inversement plus tardivement. Et puis voilà, mais on a aussi fait d'abord en cloisonné ces grandes compositions de peinture, on a transcrit la peinture en couleur dans le cloisonné avant de le faire en céramique. Et vous avez ici quelques très beaux détails de cette pièce magistrale conservée au Musée des Arts Décoratifs, non exposée en ce moment, mais j'espère bientôt. Donc en émaux cloisonnés. Et voilà pour la conclusion. Et je voulais vous remercier de votre écoute et vous dire que je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Merci beaucoup, j'espère que je n'ai pas trop tardé. Merci Béatrice pour cette superbe intervention. Bravo pour ces recherches qu'on peut établir effectivement un fait nouveau, à savoir ce lien qui peut exister entre ces émaux cloisonnés et leur polychromie, qui a peut-être justement introduit la polychromie dans les céramiques chinoises. Donc ça, c'est vraiment tout à fait novateur. Bravo pour ces recherches, bravo pour cette superbe intervention. On a appris beaucoup de choses. Merci Béatrice. Alors, notre public, je l'invite à poser des questions via le chat. Et pendant ce temps-là, eh bien, effectivement, je vais vous parler donc de la prochaine intervention, la prochaine conversation céramique, qui aura donc le mardi 24 janvier. Je recevrai donc Martin Chapman et Thomas Vu, qui sont curateurs et assistants curateurs au département des arts européens au Musée des Fine Arts de San Francisco, et qui nous parleront pour cette soirée des collections de Vincent Sèvres au Musée du Fine Arts de San Francisco. En fait, c'est le palais essentiellement de la Légion d'honneur de San Francisco. Donc voilà, nous nous retrouvons le 24 janvier. Alors, Béatrice, bravo. Là, j'ai beaucoup de messages de félicitations, fascinante intervention, enfin vraiment absolument fabuleux. Béatrice, il y a une première question. Comment les David Veil ont-ils constitué leur collection? Est-ce que j'arrête le partage peut-être? Oui, bien sûr, avec joie. Voilà. Alors comment est-ce que David Veil a effectivement constitué sa collection? Alors ça, c'est un petit peu un demi-mystère, parce qu'en fait, David Veil donne, pas lègue, mais donne sa collection, près de 30 ans d'ailleurs avant sa disparition, en février 2023, au Musée des Arts Décoratifs, avec une petite lettre tapuscrite qui dit simplement « Je donne ma collection au Musée des Arts Décoratifs et j'espère qu'elle servira de source d'inspiration pour les décorateurs et les architectes », ce qui est quand même intéressant, décorateurs. Grâce aux étiquettes de marchands qui se trouvaient et sur certains de ces objets, nous savons qu'il a essentiellement constitué sa collection grâce à la fréquentation des marchands d'antiquités parisiens, notamment spécialisés dans les arts extrême-orientaux.
Ça c'est certain. Je n'ai trouvé aucune étiquette provenant de marchands anglais, et on peut penser qu'il a effectivement essentiellement constitué sa collection à Paris, mais on ne peut pas exclure non plus qu'il n'ait pas acheté quelques objets dans le marché international. Et là, nous n'avons malheureusement, il nous donne la collection, ce qui était extrêmement généreux, puisque c'est environ 150 objets qui sont donnés d'un coup. Alors, qui ne forment pas le premier noyau. Il y avait déjà un tout petit noyau, mais qui évidemment est devenu absolument spectaculaire à ce moment-là, et qui, effectivement, nous a été légué, mais sans aucune facture. Donc, nous n'avons absolument ni idée de prix, ni idée de... Alors, on peut éventuellement avoir une idée du prix quand on voit l'estimation sur les fiches au moment de l'entrée au musée. Là, on peut imaginer effectivement que ces prix étaient ceux qui étaient ceux avec Ouais, ouais. les prix d'achat, ces prix d'achat. D'accord. Et alors, j'ai une autre question là, qui me vient à l'écran. Est-ce que les pièces modernes sont confectionnées comme autrefois sans utilisation de machine? Est-ce que finalement les pièces sont toujours faites à la main selon la technique ancienne, pour ces émaux cloisonnés? Alors, effectivement, les images que je vous ai montrées au début pour effectivement faire ce petit rappel technique montraient globalement beaucoup de choses à la main. Malgré tout, la partie du ponçage est réalisée souvent à l'aide de machines, c'est-à-dire que les pièces Mhm. sont fixées sur des tours, mais vous avez peut-être compris avec la diapositive en question, on voit quand même les personnes dans cette cabine maintenir la pierre ponce, et donc, ou les différentes pierres ponces. Et pour les pièces qui sont plates, ils font ça à la ponceuse électrique quand c'est pas à la main. Et on peut penser aussi, quand on regarde les cloisonnés de manière extrêmement attentive et à la loupe, ou avec des loupes qui grossissent quand même un petit peu, beaucoup, que effectivement on constate que les rayures du ponçage sont beaucoup plus fines à partir de la fin du XVIIe, donc de la dynastie des Tsin, que sous les Yuan et sous les Ming, et qu'on a effectivement sans doute déjà à l'époque utilisé probablement des machines pour faire ça. Voilà. Et alors, les cloisons, si j'ai oublié de dire, en fait, les cloisons, plus tardivement, ne sont plus réalisées en martelant, en partant Ouais. de morceaux épais et en les martelant pour faire des cloisons. Elles sont réalisées, ces cloisons, et donc elles sont du coup d'une épaisseur parfaitement régulière. Elles sont réalisées à l'aide du principe du laminage, c'est-à-dire on amincit Mhm. un peu comme quand si certains d'entre vous font des pâtes chez eux avec une machine à pâtes, c'est exactement la même chose, sauf qu'il s'agit de rubans métalliques et ensuite on coupe les choses, mais ça vous fait comme ça une épaisseur très régulière. Voilà, bah écoutez, super. Si elle Et est alors, cuisinée par vous. Béatrice, y a-t-il eu des pièces de grande dimension, donc pour ces émaux cloisonnés des origines? Oui, il y a eu des pièces de grande dimension. Je vous en ai d'ailleurs montré une, la jarre dont je vous ai montré le détail du dragon et son pendant. Donc, il y en a une, comme je vous l'ai dit, dans la collection Udry qui est en ce moment présentée au musée Rydberg à Zurich, et l'autre qui est présentée au British Museum, donc à Londres. Et ces deux pièces font environ un tout petit peu plus de 80 cm de haut. Donc, ce sont des pièces qui sont très exceptionnelles, très remarquables. Pour cette période donc du deuxième quart du XVe siècle, je pense on ne connaît pas de pièces plus grandes que celle-ci. Ouais, On ouais. peut réaliser des pièces plus grandes, mais il faut plutôt attendre la dernière dynastie impériale, c'est-à-dire celle des Qin, et qui en général sont faites en morceaux qui s'assemblent et qui permettent de s'imbriquer l'une dans l'autre pour faire notamment, par exemple, des brûle-parfums ou des grands vases. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, une dernière question, en fait. J'ai une question et sur le marché de l'art, alors, qu'en est-il de ces objets? Est-ce que ce sont des Alors, objets qui atteignent des prix absolument fabuleux, comme les porcelaines, ou pas autant que les porcelaines, mais il faut quand même dire que depuis, je dirais, une 12, presque 15 ans, pas tout à fait 15 ans peut-être, depuis les années 2008-10, on constate une augmentation régulière et vraiment assez spectaculaire pour certaines pièces, des prix en effet. Il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, c'était des objets qui étaient souvent pas tout à fait pas regardés,
Peut-être parce qu'à l'origine, cette technique n'est pas chinoise, vous l'aurez compris. Enfin, en même temps, depuis les Yuan, elle a eu le temps d'être chinoise quand même, puisqu'elle est encore fabriquée aujourd'hui, de nos jours en Chine. Et c'est vrai que voilà, il y a eu quelques jolis records battus dernièrement. Et il est évident que les pièces avec les marques impériales de la dernière dynastie, comme pour la céramique, comme pour Ouais. d'autres objets, euh, ont tendance effectivement à battre de jolis records. Et dernièrement, sans marque pourtant, deux pièces de l'époque des Ming, enfin vraiment, cette fin du XIVe siècle, ont atteint des prix assez coquets. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous, surtout à Béatrice pour cette absolument formidable intervention sur des objets effectivement qu'on connaît pas très bien et surtout d'avoir pu établir ce lien entre la polychromie, l'apparition de la polychromie sur la porcelaine et ces fameux émaux cloisonnés. Merci à tous. On se retrouve en janvier pour les Sèvres du Palais de la Légion d'honneur. Et en attendant, bien écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin d'année avec de belles fêtes. Merci Merci beaucoup. Merci Béatrice pour cette encore. formidable intervention. Merci Catherine.